Lorsqu'on parle de Galileo, on le compare très souvent au GPS. On dit parfois que Galileo c'est le GPS européen. Est-ce qu'on peut dire ça finalement? Et puis, que veut dire GPS? GPS, c'est pas le nom complet du système américain. Le système américain, il s'appelle Navstar GPS, c'est son vrai nom, c'est son nom initial qui a été créé il y a plus de 40 ans. Et dans Navstar GPS, GPS veut dire Global Positioning System. Global Positioning System en français, ça veut dire système de positionnement mondial. Et à partir de ce terme-là, on retrouve aussi un autre acronyme que vous connaissez peut-être, le GNSS, qui veut dire Global Navigation Satellite System, système par satellite de navigation mondiale. Eh bien oui, en fait, quand on compare cette définition à Galileo, Galileo est bien un système de positionnement mondial européen. Et donc, on peut en effet considérer que Galileo est bien le GPS européen. Et peut-être même que demain, on dira que GPS, Navstar GPS, est le Galileo américain. Qui sait? Un système de navigation par satellite vous fournit en temps réel votre position, mais il ne vous fournit que votre position. Par contre, les récepteurs que nous utilisons sont de plus en plus intelligents, comme nos smartphones, et à partir de cette position, ils vont pouvoir nous donner accès à de nombreuses autres informations très utiles, comme dans une application de cartographie par exemple, où le smartphone pourra afficher la carte, les adresses, les points d'intérêt comme les restaurants, le trafic, et même l'itinéraire si on lui précise la destination qu'on veut atteindre. Toutes ces informations, elles sont soit stockées à bord du téléphone, soit calculées par le téléphone, soit reçues à travers un réseau de télécommunications comme la 4G, et on peut même transmettre notre position à un serveur qui pourra nous retourner des informations adaptées, calculées en fonction de notre position. Le système de navigation lui-même ne sait rien de tout ça. Le système de navigation ne sait même pas où vous êtes. Mais il vous permet, vous, de savoir où vous êtes et à partir de cette position, d'utiliser une multitude d'applications. Le système de navigation par satellite fournit donc la position. Une position, ce sont trois inconnus. La latitude, qui est définie par un parallèle, la longitude, définie par un méridien, et l'altitude. Lorsque le récepteur calcule ces trois inconnus, il va aussi calculer la vitesse et puis l'heure de façon très précise. Voyons maintenant comment le récepteur détermine ces trois informations. Pour se positionner autrefois, les navigateurs utilisaient les étoiles comme des points de référence. En effet, elles sont toujours à la même place dans le ciel pour un jour et une heure donnée et un endroit donné. Aujourd'hui, avec les systèmes de navigation par satellite, ce sont les satellites qui sont utilisés comme points de référence dans le ciel. En écoutant leurs signaux, il est possible de connaître notre position partout sur Terre, sur mer ou dans les airs et même dans l'espace proche de la Terre. Mais les satellites Galileo tournent vite, ils parcourent 4 km par seconde. Et, contrairement aux étoiles, on ne les voit pas. Et pourtant, il est possible de se positionner n'importe où avec 1 mètre de précision. Voyons comment ça marche. Pour calculer une position, on passe par 3 étapes. Tout d'abord, il faut savoir où sont les satellites. Ensuite, on mesure la distance avec chaque satellite. Et enfin, à partir de ces informations, on peut calculer sa position. On parle de trilatération. C'est un petit peu comme la triangulation, mais au lieu d'utiliser des mesures d'angle, on utilise des mesures de distance. Pour que cette méthode fonctionne, pour pouvoir calculer les trois inconnus de la position, latitude, longitude et altitude, il faut avoir en visibilité au moins 3 satellites. Revenons maintenant sur la première étape qui consiste à savoir où sont les satellites. Les satellites Galileo se déplacent sur leur orbite à environ 4 km par seconde, donc extrêmement vite. Pour savoir où sont les satellites, il suffit de les écouter, car ils nous donnent, dans le message qui est envoyé aux utilisateurs, précisément les paramètres de leur orbite et leur position sur cette orbite. Cette information transmise par les satellites est d'une très grande précision. Dans le cas de Galileo, c'est environ 25 cm. Ce qui est une performance qui est jusqu'à présent jamais vue pour un système de navigation. GPS, par exemple, est 3 à 4 fois moins précis dans l'information qu'il transmet aux utilisateurs. On peut noter que ces informations, parfois, peuvent aussi être envoyées à notre téléphone par le réseau, la 4G ou la 3G, car le réseau de téléphonie, lui aussi, est capable d'écouter les satellites et de préparer cette information pour nous dire où sont les satellites. On parle alors d'Assisted GNSS, et en fait c'est une méthode qui est intéressante car elle est beaucoup plus rapide pour récupérer l'information. Passons maintenant à la mesure de distance avec chaque satellite. Pour calculer la distance avec un satellite, on va chronométrer le temps de parcours du signal. Le satellite émet le signal en marquant précisément, dans le signal, le début de chaque milliseconde avec son horloge bord qui est très précise. Il suffit ensuite de mesurer à quelle heure arrive le signal au niveau du récepteur pour connaître le temps de parcours.
Avec le temps de parcours, la distance est calculée très simplement. En effet, les signaux radio se déplacent à la vitesse de la lumière. Le temps de parcours, multiplié par la vitesse de la lumière, nous donne la distance parcourue. Passons maintenant à la dernière étape, qui consiste à calculer notre position. Avec une mesure de distance par rapport à un satellite, on est quelque part sur une sphère. Avec une deuxième mesure de distance, on est à l'intersection de deux sphères sur un cercle. Avec une troisième mesure de distance, il ne reste plus que deux possibilités, deux points. L'un de ces deux points sera sur la Terre ou très proche de la Terre, c'est notre position. Et pourtant, 3 satellites, c'est pas suffisant. Il faut 4 satellites pour calculer une position. 4 satellites au minimum. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que dans le calcul des distances, on s'appuie sur des horloges qui ne sont pas toutes synchronisées entre elles. Tous les satellites de la constellation ont des horloges qui sont parfaitement synchronisées. Par contre, l'horloge du récepteur, elle, n'est pas synchronisée avec les horloges des satellites. Et ainsi, le top de départ qui est écrit par les satellites dans les signaux et le top d'arrivée qui est utilisé par le récepteur de l'utilisateur, ces deux informations ne sont pas dans la même référence de temps. On a une quatrième inconnue qui est le biais de temps de l'utilisateur et qui vient se glisser, qui vient modifier toutes les mesures. Pour déterminer cette quatrième inconnue, il va falloir utiliser une sorte de quatrième équation, une quatrième mesure avec un quatrième satellite. Ainsi, on va pouvoir déterminer non seulement la position, mais aussi on va pouvoir resynchroniser l'horloge du récepteur avec l'horloge des satellites. Notez que 4 satellites, c'est un minimum. Le récepteur peut calculer une position avec un plus grand nombre de satellites. La précision sera meilleure et on peut même travailler avec des satellites de plusieurs constellations pour à nouveau améliorer encore la précision. Pour permettre à tous les utilisateurs sur Terre de calculer une position à chaque instant avec un minimum de 4 satellites, il va être nécessaire de déployer une constellation. Aujourd'hui, la meilleure solution technique qui a été trouvée est d'utiliser 24 satellites au minimum à environ 20 000 km de la Terre. Les 4 grands systèmes de navigation, Galileo, GPS, mais aussi GLONASS, le système russe, et Beidou, le système chinois, sont tous organisés de cette façon, avec quelques petites différences sur le nombre de plans d'orbite. Sur Galileo, il y a 3 plans d'orbite, sur GPS, il y en a 6, ou alors sur l'altitude des satellites, qui varie de 19 000 à 23 000 km, ou alors sur l'inclinaison de l'orbite, qui va changer de 55-56 degrés pour GPS et Galileo, à 65 degrés pour le système russe, GLONASS. Mais le principe est le même, et ça marche très bien. Le service est mondial, il est permanent, et le nombre d'utilisateurs est absolument illimité. Un satellite Galileo, ça ressemble à ça. Ça tiendrait presque dans votre salon, ça fait 2,70 m de haut, 1,20 m de large, 700 kg. Les satellites Galileo sont donc beaucoup plus petits que leurs grands frères des télécoms ou que les satellites GPS, qui font plusieurs tonnes. L'antenne qui émet les signaux de navigation est une antenne à formation de faisceau. C'est la partie jaune et plate au centre de la face qui regarde la Terre. Elle est constituée d'un ensemble d'éléments rayonnants. Juste en dessous, on voit les antennes pour les signaux des balises de détresse, le service de recherche et sauvetage mondial qui s'appelle COSPAS-SARSAT, auquel Galileo contribue. Un satellite, c'est une machine distante qu'on ne peut pas toucher une fois qu'il est sur son orbite, mais avec lequel on peut communiquer pour le commander et pour s'assurer que tout va bien à bord. C'est le centre de contrôle de la constellation qui s'assure de la bonne santé de tous les satellites et du bon fonctionnement de leur charge utile, c'est-à-dire la partie du satellite qui fabrique le signal de navigation. Pour communiquer avec les satellites, on utilise des grandes paraboles qui vont transmettre des ordres de pilotage vers le satellite et recevoir en retour des télémesures qui indiquent l'état de fonctionnement du satellite. En plus du centre de contrôle, il y a dans le segment sol de Galileo un autre élément qui est essentiel dans la performance du système, c'est le centre de navigation. C'est lui qui calcule les orbites précises des satellites qui seront ensuite diffusées aux utilisateurs. Ce centre collecte les mesures d'un ensemble de stations qui sont réparties tout autour du globe et à partir de ces mesures, et comme il connaît parfaitement la position de chacune des stations, il va pouvoir calculer les orbites de chaque satellite et synchroniser les horloges bord entre elles. Une fois qu'il a établi ces informations, il les écrit dans un message de navigation qu'il va transmettre au satellite et que le satellite, à son tour, va pouvoir envoyer vers les utilisateurs.
pour commander la constellation, pour collecter les mesures, pour envoyer les messages de navigation, des stations sont nécessaires tout autour du globe. Elles sont réparties sur 17 sites qui sont tous situés sur des territoires des États membres de l'Union européenne et de la Norvège. On voit aussi sur cette carte 4 triangles verts qui sont situés à Chypre, aux Canaries, dans le Grand Nord à Svalbard et sur l'île de la Réunion. Ce sont des antennes qui contribuent, elles, au service de recherche et sauvetage auquel participe Galileo. Nous avons donc vu le principe de la mesure et du calcul de position. Nous avons vu la constellation, le segment spatial, nous avons vu aussi l'ensemble des stations au sol. L'ensemble de ce système permet à Galileo de fournir 5 services. Le premier d'entre eux, le service ouvert, est celui qu'on utilise sur nos smartphones, dans les voitures. C'est le service public, gratuit, sans limitation d'accès. Il est identique, dans le principe, au service GPS, que nous utilisons depuis longtemps. Le deuxième service s'appelle le service gouvernemental, ou PRS en anglais, Public Regulated Service, qui est à accès réservé. Pour accéder à ce service, il faut demander un certain nombre de clés pour décrypter les informations. La particularité de ce service, c'est qu'il offre une garantie de continuité meilleure que le service ouvert pour des usages critiques. Galileo propose aussi des nouveaux services qui sont spécifiques à Galileo. Pour l'instant, GPS ne propose pas ces services-là. Ce sera un positionnement précis mondial à 20 cm et un service d'authentification pour garantir que les messages écoutés par le récepteur sont bien fabriqués par un satellite Galileo et non pas par quelqu'un qui cherche à leurrer l'utilisateur. Ces services sont encore en cours de déploiement. Il y a le service de recherche et sauvetage, auquel contribue Galileo de façon mondiale avec l'ensemble de la constellation. Enfin, Galileo contribue au service d'intégrité pour les utilisateurs qui ont besoin d'avoir un grand niveau de confiance dans leur position. Les informations de Galileo, les signaux de Galileo vont être utilisés alors par EGNOS, un autre système, ou alors par le récepteur qui dispose d'un algorithme spécifique de calcul d'intégrité. Nous avons vu jusqu'à présent que la précision de la position dépendait de la qualité des informations qui étaient transmises par les satellites. Mais plaçons-nous dans une situation réelle et observons le lien entre un satellite et, par exemple, un mobile, une voiture. Qu'est-ce que l'on va observer? Eh bien, en fait, le signal peut être perturbé par l'environnement. Ça peut être des atténuations à cause de la végétation par exemple, mais ça peut être aussi ce que l'on appelle des multitrajets, c'est-à-dire des réflexions qui vont modifier la mesure de distance, qui vont rallonger le signal. Ça peut aussi être des masquages. Et lorsque ces informations multiples arrivent au niveau du récepteur, voire des interruptions complètes, le récepteur va devoir gérer toutes ces mesures différentes qui sont censées venir du même satellite pour toujours réussir à faire une mesure de qualité. C'est une des difficultés qui va s'accentuer plus l'on va progresser dans un environnement dense et particulièrement dans les environnements urbains où les masquages sont nombreux et les réflexions, les multitrajets sont également très nombreux. Le récepteur va donc devoir gérer l'ensemble de ces dégradations, conserver une mesure de qualité lorsqu'il y a de l'atténuation, exclure les mesures réfléchies qui sont incorrectes et être capable de faire une réacquisition rapide du signal après une interruption. Plus l'utilisateur va se déplacer dans un milieu dense de type urbain, plus il devra faire face à ce type de dégradation et la précision de sa position sera moins bonne. Elle sera moins bonne que lorsqu'il est dans un milieu rural avec un ciel dégagé. Si on essaye d'identifier les différentes sources d'erreurs qui dégradent le calcul d'une position, on a tout d'abord la qualité des informations transmises par le système Galileo lui-même, la qualité des orbites, la synchronisation des horloges des satellites entre elles. Premier poste d'erreur. Ensuite, le canal de propagation, c'est-à-dire l'espace qui est traversé par les signaux entre le satellite et le récepteur, va lui aussi perturber la mesure. Les signaux traversent deux couches de l'atmosphère qui s'appellent la ionosphère et la troposphère et qui vont retarder légèrement les signaux et en retardant les signaux, elles vont modifier la mesure de distance. Il va falloir corriger aussi ces erreurs-là, principalement l'erreur de ionosphère, notamment en utilisant soit des modèles de la ionosphère, soit en utilisant des récepteurs bifréquences qui vont pouvoir, avec deux signaux sur deux fréquences différentes, faire abstraction de cette erreur. Si on se rapproche de l'utilisateur, l'environnement immédiat de l'utilisateur va lui aussi apporter une source d'erreur. En termes de mesure de distance, la principale source d'erreur, ce sera le trajet multiple, la réflexion sur une surface qui va rallonger la mesure de distance de façon erronée. On peut aussi mentionner les interférences, qu'elles soient involontaires, en ce sens que ce sont des signaux radio d'autres services, le plus souvent des services terrestres, qui perturbent involontairement la bande de fréquence réservée aux signaux des satellites, et vont, par conséquent, dégrader la mesure faite par le récepteur.
ou alors que ce soit des interférences malveillantes qui ont cette fois un objectif déterminé de perturber, voire de bloquer la réception des signaux au niveau du récepteur. Enfin, le récepteur lui-même, le boîtier lui-même, l'électronique n'est pas parfait. Les composants, les fonctions radiofréquences de réception, l'antenne, tous ces composants-là, tous ces éléments-là vont rajouter des erreurs de mesure, du bruit thermique, qui vont eux aussi contribuer à dégrader un petit peu la mesure de distance. Ce sont donc l'ensemble de ces composants qui vont participer à la qualité du positionnement. Allons un peu plus loin et évoquons maintenant les informations que l'on peut ajouter sur un signal Galileo pour de nouveaux services. Mentionnons tout d'abord l'augmentation qui permet le positionnement précis. Il existe deux grandes méthodes. Soit on transmet des corrections qui sont mondiales, on parle alors de PPP, Precise Point Positioning, ou alors on utilise un réseau dense de stations différentielles qui vont transmettre des corrections locales et qu'on appelle RTK pour Real Time Kinetic. Mais le principe est le même. On s'appuie sur des stations de référence dont on connaît parfaitement la position et qui vont pouvoir déterminer un certain nombre d'erreurs sur le signal et qui vont pouvoir préparer des corrections de très grande qualité qui s'appuient sur une partie de la mesure qu'on appelle la mesure de phase qui est très spécifique dans le signal GNSS. Prenons notre utilisateur, il reçoit donc ces signaux Galileo, entachés d'un certain nombre d'erreurs, certains même avec des multitrajets, et lorsque l'on va ajouter ces données complémentaires, lorsque l'on va augmenter les mesures avec les données complémentaires calculées par le réseau de stations, on va pouvoir gommer un certain nombre d'erreurs, et à travers ces informations supplémentaires, on va pouvoir utiliser une partie de la mesure qui est beaucoup plus précise, qu'on appelle la mesure de phase, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et à ce moment-là obtenir un positionnement qui va être de l'ordre du centimètre. Le positionnement précis, lorsque la situation est stabilisée et que les erreurs sont bien corrigées, permet d'obtenir un calcul de position à quelques centimètres de précision. Regardons maintenant un autre cas d'augmentation, où des informations d'intégrité sont transmises aux utilisateurs, qui ont besoin d'un grand niveau de confiance dans leur position, comme par exemple l'aviation civile. Un avion est équipé d'un récepteur Galileo GPS et calcule sa position. Cette position contient une erreur qui est inconnue, mais qui sera le plus souvent d'environ quelques mètres en horizontal et une dizaine de mètres en vertical. Le système EGNOS va transmettre des informations complémentaires qui vont permettre au récepteur de calculer une nouvelle information, une information d'intégrité, c'est-à-dire d'estimer l'erreur maximale sur la position. L'avion ne connaît toujours pas son erreur réelle, mais il sait qu'elle ne dépassera pas un certain volume de protection, c'est le cylindre vert. Avec cette information, le pilote va pouvoir comparer cette protection qu'on lui donne à l'erreur maximale que lui s'autorise pour la phase de vol qui est en cours, par exemple pour un atterrissage. Si l'erreur maximale estimée est inférieure à celle qui est autorisée, l'avion est protégé, la position peut être utilisée par exemple pour piloter une approche. Mais si les mesures GPS ou Galileo se dégradent et que l'erreur estimée augmente, et cette erreur pourrait alors devenir supérieure au maximum autorisé pour la phase de vol. Dans ce cas-là, le pilote ne pourra alors plus utiliser la position Galileo ou GPS et il devra utiliser un autre moyen de positionnement. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est que l'erreur estimée soit fausse et qu'elle ne couvre plus la position réelle, car dans ce cas, il y aurait ce que l'on appelle une perte d'intégrité. Le pilote penserait être quelque part dans le cylindre vert alors qu'il serait ailleurs. Heureusement, le système EGNOS est conçu pour que cette situation n'arrive jamais, et en 10 ans de fourniture de service, le cas ne s'est jamais produit, n'a jamais été observé. Parlons maintenant un peu de la précision des systèmes de navigation. Le système GPS s'est beaucoup amélioré depuis 20 ans. Aujourd'hui, avec un récepteur GPS qui ne reçoit que GPS, on a une précision d'environ 2 mètres pour 95% des points mesurés. Lorsqu'on utilise les signaux Galileo, on aura une meilleure précision. Elle sera d'1 mètre. Elle est 2 fois meilleure, grâce d'une part à des orbites transmises par les satellites qui sont beaucoup plus précises, et d'autre part au fait qu'avec Galileo, il est possible de recevoir des signaux ouverts sur plusieurs fréquences, et non pas sur une seule, comme sur GPS aujourd'hui. De plus, si on combine Galileo avec d'autres constellations, GPS, mais aussi GLONASS ou Beidou, on va encore améliorer la précision et fiabiliser la continuité et la disponibilité du service. De plus, il faut rappeler que tous les systèmes de navigation, dans leur calcul de position, synchronisent l'horloge du récepteur avec les horloges Galileo.
Et donc, une autre performance très importante de système de navigation, c'est qu'ils sont capables de synchroniser tous les récepteurs entre eux, de tous les utilisateurs, sur le temps Galileo et plus généralement même sur le temps international UTC. Et cette synchronisation est faite avec une extrême précision qui est de l'ordre de quelques dizaines de nanosecondes, au pire de 100 nanosecondes. 100 nanosecondes, c'est quoi? C'est 100 milliardièmes de seconde, donc c'est moins de 0,1 microseconde. On obtient donc une information de temps d'une extrême précision avec des récepteurs qui sont très bon marché. Donc utilisez Galileo, utilisez-le avec GPS, utilisez avec Baidu, avec GLONASS, mais utilisez Galileo, utilisez toute la performance du système. Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que la position fournie par les systèmes de navigation, la position fournie par le GNSS, les Global Navigation Satellite System, n'est pas suffisante pour répondre à un certain nombre de besoins lorsque on évolue dans des environnements qui sont compliqués, en ville, ou alors dans des environnements un peu masqués, ou quand on passe sous des ponts, dans des tunnels. Et il va être nécessaire d'associer la navigation par satellite avec d'autres capteurs. Principalement, ce que l'on observe, c'est une association avec des capteurs inertiels, une association avec des informations de cartographie qui sont intègres, et puis parfois aussi d'autres senseurs comme l'odométrie ou parfois la vision, etc. Et c'est la fusion de ces informations qui va permettre d'avoir en continu une information de position, de vitesse et de temps qui sera précise et qui sera intègre. La particularité de ces différentes informations, c'est qu'elles sont très indépendantes les unes des autres. Certaines sont dites absolues, comme la navigation par satellite. La navigation par satellite vous donne une position avec une latitude, une longitude positionnée sur Terre, alors que d'autres sont dites relatives, comme le capteur inertiel, qui vous dit comment vous évoluez par rapport à votre position précédente, mais qui ne vous dit pas exactement où vous êtes. C'est bien cette hybridation, cette fusion de données, qui est aujourd'hui l'avenir de l'utilisation du GNSS dans une multitude d'applications, notamment pour la mobilité, que ce soit les bateaux, les trains, les drones et bien sûr les voitures qui, on l'espère, demain seront autonomes. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. J'espère que vous avez maintenant une bien meilleure compréhension du fonctionnement de votre téléphone ou du récepteur de navigation de votre voiture, qui certainement déjà utilise Galileo. À bientôt et bon usage de Galileo et de sa multitude d'applications.